STI2D Coronavirus, la chaîne pédagogique du technique. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce cours concernant le transfert thermique dans l'habitat. Donc c'est un cours qui va être en relation avec le cours concernant les généralités, concernant les matériaux. Et là on va s'attaquer aux propriétés thermiques des différents matériaux en appliquant en fait des formules mathématiques assez simples, c'est un petit peu... Enfin, assez simple, c'est un petit peu parfois délicat à manipuler pour certains, mais il n'y a pas beaucoup de formules à maîtriser et on fera des exercices là-dessus. Premier constat en fait, c'est au niveau de cette problématique de l'énergie. Je vous ai mis deux schémas. Donc à gauche vous avez un graphique et à droite un petit schéma qui représente les déperditions thermiques dans le bâtiment. Le schéma de gauche, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le chauffage en fait ça représente 67% de ce que vous consommez dans l'habitat. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous habitez un appartement, une maison, je ne sais pas si vous consommez, si vous vous chauffez avec de l'électricité, du gaz, du fuel, mais toujours est-il que 67% de ce que vous consommez en termes d'énergie, ça vous sert à vous chauffer. D'accord ? Donc forcément, c'est une part modulable, que ce soit en été ou en hiver, il n'y aura pas forcément cette même proportion de chauffage. Mais là, c'est une moyenne sur une année. Donc forcément, comme cela vous coûte 67% de ce que vous consommez, forcément, on va faire en sorte d'éviter ces déperditions thermiques. Donc sur le schéma de droite, je vous ai mis un schéma qui représente les déperditions suivant les différents éléments d'une maison. Donc ce qui est important de remarquer, c'est que en fait, le toit, ça représente entre 25 et 30% des déperditions thermiques. Donc vous chauffez, mettons pour 100 euros, si votre maison est mal isolée. Parmi les 100 euros que vous dépensez pour vous chauffer, vous avez 30% de ces 100 euros, donc 30 euros, qui part dans la nature, puisque vous avez ces déperditions thermiques. D'accord ? Donc c'est quand même important, et c'est pour ça que c'est une notion qui est intéressante à aborder justement au niveau du problème énergétique. Qu'est-ce que la chaleur dans l'habitat ? Alors je vous ai fait une analogie avec une réserve d'eau où on a un niveau d'eau à conserver dans cette réserve. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, j'ai une fuite au niveau de cette eau. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Mon niveau d'eau va baisser. Qu'est-ce que je vais faire pour maintenir ce niveau d'eau ? Je vais rajouter de l'eau via mon petit robinet. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'énergie thermique dans l'habitat et cette notion de chaleur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez une pièce, qui est toujours représentée sous la forme de ce carré. Ce qui se passe, c'est que vous avez des pertes thermiques qui se font au niveau des parois, des fenêtres, du plancher, du plafond, que sais-je. Donc forcément, vous allez perdre ces calories, donc cette chaleur au niveau de votre pièce. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va allumer notre chauffage pour maintenir en fait ce niveau de température dans la pièce. Rappel, on a toujours un déplacement de l'air chaud vers l'air froid. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails des propriétés physiques, mais c'est pour ça que il faut fermer les fenêtres en hiver et même en été, puisque en fait on dit souvent que la chaleur rentre par exemple en été. Alors c'est normal puisque on a toujours un déplacement de l'air chaud vers l'air froid. Donc l'air froid en fait sort et l'air chaud rentre. On a aussi au niveau de cette chaleur dans la pièce, on a ce qu'on appelle une stratification thermique. C'est-à-dire qu'en fonction de la hauteur où on se trouve, on a différentes strates de chaleur. Cela vient de quoi ? Cela vient en fait de la densité de l'air. Donc l'air froid a tendance à aller vers le bas et l'air chaud vers le haut. D'accord ? Puisque l'air froid est plus dense que cet air chaud. En moyenne, on a 1 degré d'écart par mètre de hauteur. Donc si je prends un bâtiment qui fait 7 mètres de hauteur, entre le niveau du sol et le plafond, on a 7 degrés d'écart. Donc c'est quand même énorme. Les modes de transfert thermique. Donc on a tout d'abord la conduction.
Donc la conduction en fait c'est un déplacement de chaleur par contact. Donc ici je vous ai mis un petit graphique qui va revenir en fait sur les 3 prochaines diapos. Donc la conduction, comme je l'ai dit, c'est au niveau du contact et c'est un échange au niveau des atomes qui sont les uns à côté des autres. Donc il n'y a pas de déplacement de matière comme je l'ai dit et c'est le seul mode de transfert dans les solides. Donc on reviendra sur cette notion de conduction quand on va calculer les transferts thermiques et bien, au niveau des différents matériaux. Deuxième mode de transfert thermique. Donc on a la convection. Donc ici c'est un moyen de transfert thermique via des liquides ou un gaz. Donc comme on l'a vu précédemment, l'air froid est plus dense que l'air chaud. D'accord, donc l'air froid descend et l'air chaud monte. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça crée une inertie au niveau de la chaleur et bien dans votre pièce. Donc autre chose, on a le rayonnement. Donc tout corps porté à une certaine température émet un rayonnement électromagnétique qui se propage dans le vide. Donc ce rayonnement c'est fait via les rayonnements infrarouges. Donc je suppose que vous êtes déjà, je sais pas, placé devant un feu ou une flamme. Donc je suppose que vous êtes déjà mis en face d'un feu ou d'une bougie, d'une flamme. Donc ce que vous ressentez en termes de chaleur, eh bien c'est le rayonnement infrarouge qui est produit par la bougie ou par le feu. La conduction thermique. Donc la conductivité thermique d'un matériau, elle est notée avec la lettre grecque lambda. Donc ça caractérise quoi? C'est sa capacité à conduire l'énergie thermique par conduction, donc par contact, comme on l'a vu précédemment. Son unité, ce sont des watts mètre moins 1 par des kelvin. D'accord? Donc watts, c'est une puissance. Le mètre, voilà, c'est une distance. Et le K, en fait, ce sont des kelvin, donc c'est une température. On va utiliser des kelvin, mais en fait, si on utilise des Celsius, ça reviendra strictement au même au niveau des calculs. On verra ça dans les exercices. La conductivité thermique est différente pour tous les matériaux. Donc là, je vous ai mis la casserole de la grand-mère pour faire ses confitures qui est en cuivre. Forcément, le cuivre, c'est un très bon conducteur thermique. Donc c'est ce qu'on va privilégier quand on va faire de la cuisine, sachant qu'on veut saisir les aliments, on veut en faire en sorte que les aliments cuisent vite. Donc on va utiliser et on va privilégier ces matériaux. Je vous ai mis aussi pas seulement que des matériaux. L'air sec, par exemple, c'est de 0,02, donc c'est un mauvais conducteur thermique. Et forcément, comme c'est un mauvais conducteur thermique, c'est un bon isolant. C'est pour ça qu'au niveau des fenêtres, on a ce qu'on appelle du double, du triple vitrage. Donc en fait, entre chaque couche de verre, on a en fait emprisonné bien de l'air, afin de profiter de cette mauvaise conductivité thermique, afin d'isoler le mieux possible l'habitat. Je vous ai mis d'autres matériaux, donc vous regarderez ça en détail. Donc ce sont des valeurs qu'il ne faut pas bien sûr retenir, mais qu'on utilisera pour les exercices. La résistance thermique. Donc la résistance thermique, c'est l'opposé de la conductivité thermique. Forcément, quand on veut isoler quelque chose du point de vue thermique, on recherche un matériau avec la plus grande résistance thermique. Donc cette résistance thermique, RTH, traduit sa capacité à résister au passage de la chaleur. Donc elle dépend de l'épaisseur de la paroi et du matériau. Et donc on a cette formule qu'il faut connaître, qui est que le RTH, c'est l'épaisseur divisée par lambda. Lambda, c'est la conductivité thermique, on l'a vu précédemment, et l'épaisseur, eh bien c'est l'épaisseur du matériau. D'accord, je vous ai mis en détail les différents termes de cette formule. Forcément, plus le RTH est grand et plus le matériau est isolant. Donc au contrario, plus il est petit et plus c'est un mauvais isolant. Quand on a plusieurs couches de matériaux, donc ce qu'on va faire pour calculer la résistance thermique totale, c'est qu'on va faire la somme des résistances thermiques intermédiaires. Donc là, on a une paroi qui a trois en fait matériaux différents. Donc on a un mur en brique, on a un matériau d'isolation et on a du placo-plâtre. Et la résistance thermique totale, c'est la résistance thermique du mur en brique, de l'isolant, plus du placo.
D'accord, c'est très simple au niveau de cette notion de résistance thermique. Petit exercice d'application, donc ça je vous laisserai regarder en détail les différents calculs, les différentes étapes intermédiaires. J'ai appliqué les formules précédentes. Donc on a un mur composé de 3 matériaux différents, donc du béton plein, du polystyrène et du placoplâtre. J'applique la formule de la résistance thermique totale avec les épaisseurs divisées par les lambda des différents matériaux. Et je trouve une résistance thermique totale de 0,54 m² par Kelvin divisé par des watts. D'accord? Donc ça, c'est très simple. Le flux thermique. Donc le flux thermique, c'est ce qui permet en fait d'estimer la vitesse à laquelle l'énergie est échangée. Donc entre une pièce où la température est chaude et l'extérieur en fait de la pièce où la température est froide. Donc phi, d'accord, donc c'est cette lettre là. Donc c'est le flux thermique qui est exprimé en watts et c'est la quantité de chaleur en joules qui est divisée par la durée de transfert thermique en secondes. Donc cette formule permet de calculer le flux thermique à partir de sa vitesse. On fera des exercices d'application concernant cette formule. Autre expression du flux thermique avec la loi de Fourier. Donc phi, donc c'est comme le terme précédent, c'est la surface multipliée par la température 2, donc la température en fait la plus élevée, moins la température 1 qui est la température la plus petite. Et c'est divisé par notre fameux RTH, donc la résistance thermique du matériau. Exercice d'application, donc on a une paroi avec 1, 2, 3, 4, 5 matériaux différents. On a une température intérieure qui est de 20 degrés et une température extérieure de 5 degrés. Et la surface de contact entre l'intérieur et l'extérieur, c'est 15 mètres carrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va calculer la résistance thermique totale. La résistance thermique totale, c'est l'épaisseur divisée par lambda. Donc je vous ai mis en fait dans le tableau les différents lambda, donc qui est la conductivité thermique de ces différents matériaux. Et je vous ai mis également l'épaisseur de ces différents matériaux. Alors attention, soyons homogènes en termes d'unité, puisque là on a des centimètres, et il faut bien mettre l'épaisseur en mètres, donc 1,5 fois 10 puissance moins 2. Je fais mon petit calcul, je trouve 2,05 m² par Kelvin divisé par des watts pour ma résistance thermique totale. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma deuxième formule, qui est ma loi de Fourier, qui est que phi, c'est la surface multipliée par T2 moins T1 divisé par notre RTH. Le S, donc c'est notre surface d'échange entre les deux températures. Le T2, c'est la température maximale, donc c'est notre 20 degrés, et notre T1, c'est notre température minimale, et divisé par notre RTH qu'on a calculé juste avant. Donc en termes de flux thermique, on a 109,8 watts. Je pense que jusque là ça va. Quand on veut calculer la quantité de chaleur perdue pour une journée en kWh, on applique notre première formule qui est que phi c'est Q divisé par delta T. Ce que l'on cherche c'est notre quantité de chaleur perdue, donc c'est notre Q. Donc Q c'est phi multiplié par delta T, quand on manipule très petitement cette formule. Donc c'est 109,8 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 24. D'accord, puisqu'on réagit sur 24 heures. Donc en termes de quantité de chaleur perdue, c'est 2,6352 kWh. Dernière question concernant cet exercice d'application, on a calculé le coût du chauffage pour une journée, sachant que le prix moyen d'un kWh c'est de 0,0780 €. Donc là je me prends pas la tête, je prends le résultat précédent au niveau de ma quantité, de ma puissance consommée que j'ai perdu sur 24 heures, et je la multiplie par le prix du kilowattheure. Donc je trouve 0,20 €, et donc ça fait 20 centimes d'euros en termes de coût chauffage pour cette pièce. Conception d'un bâtiment, d'une isolation pour les bâtiments neufs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a des normes, et ces normes en fait correspondent à la réglementation thermique. Peut-être que vous avez déjà entendu la RT 2012, la RT 2020, la RT 2005, etc., etc.
Donc ça en fait ce sont des standards qui permettent de fixer un niveau de consommation, au niveau de l'énergie dans les bâtiments. Donc pour appliquer cette réglementation thermique, il faut tout simplement adopter des règles de conception qui sont assez simples dans le bâtiment pour justement améliorer le rendement énergétique de l'habitat. Règle de conception très simple, c'est la notion en fait de pont thermique. Donc c'est quoi cette notion de pont thermique? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier l'isolation extérieure qui permet en fait de supprimer justement ces ponts thermiques. Un pont thermique, qu'est-ce que c'est? C'est quand au niveau d'un étage, on n'a pas une isolation qui s'effectue. Donc ce qui se passe, c'est que notre air chaud, voilà, qui est dans notre habitat, elle va, aller vers l'extérieur. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier plutôt une isolation extérieure plutôt qu'une isolation intérieure, puisque comme ceci, on supprime en fait l'échange calorifique au niveau du plancher. Donc forcément, comme on échange cette partie en fait de notre surface extérieure de contact, forcément on va améliorer notre rendement énergétique. Dans les bâtiments neufs, on privilégie ce type d'isolation. Alors je vous laisse deviner pourquoi, c'est parce que si on fait une isolation extérieure dans toutes les pièces, enfin extérieure au bâtiment, d'abord c'est beaucoup plus compliqué, ça coûte beaucoup plus cher, alors que si on isole à l'extérieur du bâtiment, forcément c'est beaucoup plus simple à mettre en place, ça coûte beaucoup moins cher, d'accord, à l'entrepreneur de faire ça. Donc je vous laisserai regarder ces différentes vidéos. Donc on a tout d'abord les étapes de construction d'un bâtiment. On a une petite conférence concernant la réglementation thermique 2012, voilà, sachant qu'on va passer à la réglementation thermique 2020. Et enfin, on a un petit reportage concernant un bâtiment à énergie positive, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait au niveau de ce bâtiment pour faire en sorte qu'il consomme rien et que même on puisse gagner de l'énergie par rapport en fait à ce bâtiment. Voilà pour ce cours concernant l'énergie thermique dans l'habitat.